que tu as commencé par la physique, la biologie, puis l'anthropologie, et puis après la psychanalyse adlérienne et le coaching. Tu as beaucoup voyagé, tu as passé de longs séjours auprès des peuples premiers, tu as beaucoup lu, ça je le sais, j'ai vu ta bibliothèque, tu as beaucoup lu, étudié, cherché. Pour toi, c'est donc évident que la science et la spiritualité sont loin d'être antinomiques. Mais pour nous, ici, c'est loin d'être évident. Et en fait, voilà, ce soir, c'est ton challenge de nous expliquer que la science et la spiritualité ne sont pas incompatibles. Et merci encore. Bonne soirée. Merci. Alors, bonsoir à tout le monde. Science et spiritualité, deux domaines qui semblent incompatibles. Comme la rencontre du chaud et du froid, vous allez voir qu'il y a une convergence. Alors, on ne va pas transformer la spiritualité en science, quoique, ou la science en spiritualité, mais il y a un dialogue, une interaction, une synergie entre les deux. Alors, moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est de faire le pont entre les différents domaines. Et donc, je me suis exercé et la chance, ça a été de travailler avec un prix Nobel qui s'appelle Pierre-Gilles de Gennes et qui a passé son temps à faire des ponts, des analogies et on changeait de sujet de recherche tous les 5 ans. Oui. Et quand un chercheur il change de sujet de recherche, il devient un peu apatride. Il faut reconstituer tout le réseau qui faisait le nôtre au moment où on travaillait sur un autre sujet. Alors, comment amorcer? Alors, je vais faire des analogies entre la science et la spiritualité. Et on va partir de la situation actuelle. On vit ce que certains appellent une mutation, une bifurcation, un chaos. Et vous allez voir que dans le chaos, il apparaît un ordre dans le désordre et que la matière qu'on commence à abandonner fait émerger une autre vision du monde qui est la spiritualité, l'immatériel. Pour certaines personnes, la disparition de la matière est aussi dramatique que la perte de la vie ou la ruine de la cité, parce que pour eux, le mot vérité rime avec matière. Or, vous allez voir, à travers, par exemple, la physique quantique, qu'il existe une vie immatérielle et matérielle simultanément. Alors, la petite expérience, imaginez que je vais commencer à vous présenter, qui va poser le sujet. Imaginez 2 plaques à des températures différentes. Pour simplifier l'expérience, on va considérer que la plaque inférieure a une température variable et la plaque supérieure reste constante. Alors, imaginons qu'il y ait une différence de 15 degrés entre les 2 plaques. Tout le monde sait qu'il va y avoir un transfert de chaleur de la plaque la plus chaude vers la plaque la plus froide. Je vous apprends rien. Si entre les 2 plaques, on met un liquide visqueux, ce liquide va être entraîné par le transfert de chaleur et on appelle ça une convection. Donc des molécules vont être entraînées de la plaque inférieure la plus chaude vers la plaque supérieure la moins chaude. Et quand ils arrivent sur la plaque la moins chaude, il y a une différence. Donc les molécules vont replonger de là où ils sont partis. Donc vous pouvez qualitativement envisager un cycle. On a créé une instabilité. La grande surprise pour les chercheurs qui travaillaient sur ce domaine, et en particulier Ilya Prigogine, c'est que passé une température critique, il apparaît un ordre dans le désordre. Parce qu'on pourrait se dire, plus on va augmenter la différence de température entre les 2 plaques, plus le liquide va être agité, et plus on va aller vers le désordre. Le général de Gaulle aurait dit la chienlit. Et curieusement, il apparaît un ordre dans le désordre. Évidemment, cet ordre qui apparaît dans le désordre disparaît dès qu'on arrête d'augmenter la différence de température. Mais quand on atteint la température dite critique, il apparaît un ordre dans le désordre et on parle de structure dite dissipative. C'est-à-dire, c'est comme si le liquide refusait le désordre qu'on lui impose, il va faire émerger des formes qui vont s'opposer à une chaotisation générale. Alors ces cellules vont tourner, il y a un sens giratoire. Alors imaginez que la première cellule tourne dans le sens des aiguilles d'une montre.
La deuxième tournera en sens inverse et alterné. Donc, toutes les cellules paires, 1, 3, 5, 7, etc., vont tourner dans un sens, le sens d'aiguille du montre. Tout ce qui sera pair, j'ai dit c'est l'inverse, impair, 1, 3, 5, 7, ça tourne dans le sens des aiguilles du montre. Tout ce qui est pair, 2, 4, 6, 8, ça a tourné en sens inverse. La même structure, mais un sens de gyration opposé. Et c'est exactement ce qu'on voit actuellement. Si on fait une analogie, il y a des pressions dans la société, ça crée du désordre, du chaos, et de ce chaos émergent deux ordres différents. Un qui tourne dans un sens, et la cellule à côté, elle tourne en sens inverse. C'est comme s'il y avait deux façons de vivre cette crise. Soit on la vit d'une façon strictement matérielle, et à ce moment-là, c'est le drame, ou on la vit d'une façon inversée, sens de gyration inversée, et c'est la spiritualité qui devient l'antidote. De toute façon, le capitalisme a neutralisé ou liquidé les autres formes d'économie, l'économie dite communiste. Il a flingué l'environnement. On est dans une écologie dite punitive, il lui reste à flinguer la spiritualité. Alors, c'est quoi l'univers ? C'est de la matière, de l'énergie, du temps, de l'espace et de la lumière. Voilà un peu les ingrédients, le cocktail du cosmos. Alors, si on associe l'espace et le temps, on a ce qu'on appelle un continuum spatio-temporel, et puis on a des masses, des objets, et puis de la lumière qui circule. Actuellement, à l'état actuel de nos connaissances, il y a deux physiques, la physique dite classique et la physique dite quantique. Alors, dans la physique classique, les grandeurs qui vont caractériser un objet varient de façon continue. C'est quoi la continuité ? C'est le fait que vous pouvez tracer une droite avec un crayon à papier sur une feuille blanche. Il n'y a pas une région de la droite où il n'y ait pas de point. Si j'enlève avec une gomme certaines régions de ma droite, je vais avoir une droite en discontinuité. Et si j'enlève tous les 2 cm, 1,5 cm, j'ai une discontinuité régulière, ça s'appelle une quantification. Donc le mot est lâché. La mécanique quantique nous annonce que toutes les grandeurs qui vont caractériser, ou la plupart, le monde microscopique vont évoluer par saut. Imaginez une voiture. La voiture classique, elle peut rouler de 1 km à l'heure jusqu'à la valeur maximale autorisée par le moteur. Il n'y a pas de valeur interdite. Dans le monde quantique, si on prend comme quantification 20 km à l'heure, eh bien la voiture pourra rouler à 20, 40, 60, 80, 100, 120, etc. Mais jamais elle pourra rouler à 35 km à l'heure ou 49. C'est interdit. Alors ça a l'air de rien, cette petite contrainte de discontinuité, mais ça crée des propriétés qui font que la matière microscopique ne se comporte pas comme la matière macroscopique. Il n'y a pas une dualité entre les deux physiques, mais elles sont complémentaires. Alors la première propriété, c'est la dualité onde-corpuscule, c'est-à-dire un atome a simultanément une dimension matérielle et une dimension spirituelle. Donc, si vous faites un petit saut, donc on est obligé de faire des analogies, comme on a fait. Une société, c'est quoi ? C'est des gens qui adhèrent à un projet gouvernemental ou pas. Il y a des attractions, des répulsions. Et les premiers psychosociologues comme Kurt Weill s'étaient rendus compte qu'on pouvait faire des analogies, puisqu'un individu, c'est pour, contre, comme les atomes s'attirent et se repoussent. C'est pour ça qu'on peut s'autoriser des analogies qui ont leurs limites, évidemment. Il faudrait plus de temps pour aller plus loin dans l'analogie, mais pour la compréhension de cet exposé, on va un petit peu surfer sur ces concepts en essayant d'être le plus rigoureux possible. Alors, le fait d'avoir un atome et simultanément une onde, ça donne, par exemple, si vous prenez une voiture, plusieurs tonnes, quelque chose d'assez étrange, puisqu'elle a à la fois un gros potentiel matériel et de l'autre côté, c'est immatériel. Alors, si on prend les sociétés dites traditionnelles, c'est un peu l'hypothèse que je fais. Si on fait une petite intrusion, c'est une spiritualité naturelle. Et quand on regarde toutes les spiritualités, on s'aperçoit qu'il y a des invariants. Et parmi les invariants, on verra, il y a le fait qu'il existe un monde visible et un monde invisible, que ces deux mondes sont connectés. On verra si la science introduit ces mondes invisibles. Et si on prend les sociétés traditionnelles, il y a le concept d'animisme qui est dû
Burnett Taylor et d'autres, qui fait qu'un objet, il a une âme. Mais est-ce que cette âme, ça ne serait pas tout simplement la dimension vibratoire associée à la matière? Et si on change la matière, on change la vibration. Donc l'hypothèse que je fais, c'est que les peuples traditionnels ont renoncé à une avancée technologique importante pour ne pas entraîner une dissonance vibratoire. Ils respectent la matière telle qu'elle est et ils ne veulent pas la changer ou la changer à minima. Évidemment, toute société, et c'est un rapport plus ou moins complexe et tortueux entre la culture et la nature. Alors, nous avons une double dimension, nous aussi. Si on fait un petit raisonnement, si chacun de vos atomes a une double dimension, deux atomes assemblés, ça donne des molécules simples, comme l'oxygène, l'hydrogène, ou plus complexes, comme l'ADN. Si vous faites la somme de toutes ces vibrations associées aux atomes et aux molécules, vous avez bien une dimension vibratoire dans votre corps. Et ces molécules, et en particulier en biologie, les biomolécules, vont s'organiser pour donner des cellules qui elles-mêmes vont donner des tissus et des organes. Donc des organes aux tissus, des tissus aux cellules, des cellules aux molécules, des molécules aux atomes, et même les constituants des atomes, vous aurez cette double dimension. Ce qui fait que dans toute spiritualité, on a toujours considéré qu'il y a les lois matérielles et les lois spirituelles. Et quand vous regardez, en physique même classique, vous avez la mécanique qui décrit la matière, mais vous avez l'optique qui décrit comment la lumière se comporte. Et vous ne pouvez pas appliquer à la lumière les lois mécaniques et les lois de l'optique à la matière. C'est bien séparé. Donc, on peut considérer, et ça aussi c'est un invariant qu'on voit dans toutes les spiritualités, vous pouvez relire la Genèse, Dieu, le premier jour, a séparé le jour et la nuit, le deuxième jour, il a séparé les eaux du haut et les eaux du bas. Donc comme s'il y avait au départ un monde en haut, un monde en bas. Qu'on l'appelle le monde visible ou le monde invisible, il y a deux mondes. Je dirais un petit peu plus loin, il y a deux espaces associés à un temps. Il y a un monde invisible qui est associé à un espace-temps et un monde visible qui est associé à un autre espace-temps. Le problème qui se pose, c'est dans ce tandem, qui est la cause et qui est l'effet. Quand on est dans une approche spirituelle, on considère que le monde invisible est souvent la cause que nous vivons ici. Pourquoi? On va essayer de comprendre pourquoi ça serait la cause. Alors, première hypothèse, soit les temps sont identiques, soit, c'est-à-dire que la loi matérielle est régie par un écoulement du temps, qui est le même que l'espace-temps du monde invisible, ou les écoulements du temps pourraient être différents, ce qui ferait que, c'est quoi le temps? C'est très difficile à définir. Le premier à l'avoir défini, c'est Isaac Newton. D'ailleurs, on est resté sur cette définition. Il dit un temps vrai absolu mathématique qui est en rien en rapport avec l'extérieur et qui, de par sa nature, coule uniformément. Donc, il introduit la notion de quelque chose qu'il est difficile de définir, parce que si vous dites le temps est l'équivalent d'un fleuve, comme Marc Aurèle, vous avez vu une difficulté, un fleuve, ça s'écoule, il y a un moteur, c'est la gravité. Vous avez les berges où vous pouvez voir le fleuve couler, le lit du fleuve. Où est le lit du temps, les berges du temps, et quel est le moteur du temps? Je ne vais pas rentrer là-dedans parce qu'effectivement, ça nous amènerait un petit peu loin. Mais on peut très bien simplifier en disant que le temps, c'est quelque chose qui s'écoule à vitesse régulière, même si on ne sait pas ce qui s'écoule vraiment. Du temps, parce que comment définir le temps? Même le fait de représenter le temps par une droite, il y a eu plein de critiques de la part d'Henri Bergson, parce que pour spatialiser le temps, il faut être au-dessus du temps. Le temps, sa caractéristique, c'est qu'il transforme en permanence le présent en passé, laissant la place au futur. Donc quand vous avez une durée, cette durée, si vous la maintenez durée, vous avez une portion de temps, mais ce n'est pas le cas. Seule une portion d'espace peut rester. Le temps, lui, à peine vécu, ça disparaît. Vous êtes bien d'accord? Donc,
si vous envisagez qu'il existe, au moins conceptuellement, des temps qui s'écouleraient plus lentement que le présent, et des temps qui s'écouleraient plus rapidement que le présent, on aurait, encadrant le présent, des groupes de temps à écoulement plus rapide que le présent et des groupes de temps à écoulement plus loin, plus lent que le présent. Et ces temps qui s'écoulent plus rapidement, on va les appeler futurs potentiels, et ces temps qui s'écoulent plus lentement, on va les appeler passés potentiels. Ce qui fait que le présent, ça peut être l'actualisation d'une potentialité future ou d'une potentialité passée. D'ailleurs, ce qui est très troublant en physique quantique, c'est qu'il n'y a plus de flèche au temps. On peut avoir une réversion du temps, c'est-à-dire au lieu d'avoir un écoulement qui va du présent au futur, on peut avoir un écoulement qui va du futur au présent. On peut avoir des propriétés où le futur précède le présent. Si vous interrogez, alors vous voyez, vous avez vite le tournis, parce que voilà, si vous vous observez, le repère du temps est quelque chose d'important dans nos vies. Voilà. Mais comme disait Voltaire, les hommes acceptent les religions, les lois et les monnaies sans vraiment se poser de questions. Est-ce qu'on n'a pas accepté le temps sans vraiment se poser de questions? Et Henri Michaud disait même les plus révolutionnaires n'osent violenter le temps. Alors ce que je fais, c'est un acte violent, métaphysique. Je modifie votre conception du temps. Et au bout du compte, vous allez voir qu'on va s'en tirer pour essayer de trouver la quintessence de toutes les spiritualités. C'est-à-dire, après, on y met des ingrédients qui sont différents, mais il y a un cadre. C'est ça qui m'a intéressé. Que ce soit les peuples premiers qui ont des spiritualités dites naturelles, premières, ou les peuples polythéistes, monothéistes, ou nos sociétés qui ont tendance à abandonner cette dimension spirituelle, il y a un cadre, vous voyez. Et une des différences, par exemple, c'est que le monde occidental a du mal à accepter comme tel le monde invisible. Parce que dès qu'on parle de monde invisible, tout de suite on se dit mais qu'est-ce qu'il y a dedans Vous voyez, on ouvre une boîte qui n'est pas très confortable si on n'y a pas réfléchi d'un premier abord. Donc qu'est-ce qu'on fait? On referme la boîte. D'une façon générale, sur Terre, il y a ceux qui considèrent que le temps, c'est ce que ma montre indique. Pas plus. Il est 2 heures, pas plus. Donc c'est un chiffre ou un nombre. Il y a ceux pour qui le temps, c'est un paramètre petit t, c'est plutôt les gens qui font de la science, et ils s'aperçoivent que ce paramètre petit t qu'on a du mal à définir, il est essentiel pour comprendre un système physique en évolution. Le temps disparaît quand il y a un équilibre, mais avant d'avoir un équilibre, il y a toute une évolution, que ce soit en physique, en chimie, en biologie, en psychologie, etc., et même en astrophysique. Il y a ceux pour qui le temps est une définition philosophique. On peut dire que le temps, c'est ce qui passe quand rien ne se passe. On peut dire qu'il est ce qui fait que tout se fait ou se défait. D'accord? Qu'il est l'ordre des choses qui se succèdent, qu'il est le devenir en train de devenir, ou que c'est la meilleure façon qu'a trouvé la nature pour empêcher que les choses ne se passent d'un seul coup. Essayez de... on peut... J'ai fait un rêve. Si on avait une unité qui est le siècle pour chacun, on serait tous d'une même classe d'âge. Ça vous fait sourire, à juste raison, mais il y aurait moins de conflits. C'est tout bête, hein, mais il y aurait moins de conflits. Donc le temps est tyrannique. On a dit du temps que c'était un bon maître, mais l'embêtant, c'est qu'il tue tous ses élèves. Alors, si on revient, cet écoulement du temps qui peut être accéléré et décéléré, imaginons qu'il atteigne une vitesse critique qui autorise l'incarnation, et en dessous de cette vitesse critique, il n'y a plus d'incarnation. Ça devient intéressant, parce que si on pouvait envisager ces deux temps connectés, le temps de l'incarnation qui est soumis à la loi matérielle, que certains appellent la loi générale, et le temps qui n'offre pas l'information, à ce moment-là, on serait double. On vivrait simultanément ici-bas et dans cet autre espace-temps, ce qui fait qu'on aurait
à une partie de nous qui obéirait à la loi matérielle et l'autre à la loi spirituelle. Tout le problème, c'est d'arriver à se stabiliser, puisqu'on est en tension permanente entre ces deux lois, la loi matérielle et la loi spirituelle. Maintenant, en physique, si on veut vraiment aller très très simple, pour qu'il se passe quelque chose, une grandeur, la température doit être à des valeurs différentes. C'est ce qu'on a vu avec nos deux plaques. Et nos deux plaques, ça fait émerger ce qu'on vit. Si vous avez en tête la première cellule qui tourne dans un sens et la seconde qui tourne en sens inverse, si vous regardez la géopolitique actuellement, vous avez les BRICS et les globalistes. Vous avez les spiritualistes et les matérialistes. Et dans les périodes de chaos, effectivement, ces cellules se neutralisent. Effectivement, pour le spiritualiste, la mort de la matière n'est pas un drame, c'est une aubaine. Pour le matérialiste, la mort de la matière est un drame. Voilà. Donc, on verra après pourquoi on vit ça, et finalement, ça a pour but de nous réveiller. Si, je vais le dire maintenant, j'étais le divin. Je n'ai pas d'ego démesuré, hein, je vous rassure. Et que je voulais faire réagir l'humanité, j'amènerais l'humanité au bord du précipice. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? On est obligé de chercher ces forces spirituelles. Un théologien de la libération, Léonard Boff, disait, en parlant de la crise, qu'elle soit physique, corporelle, morale, intérieure ou religieuse, l'individu en sort purifié, libérant toute une série de forces pour une vie plus vigoureuse et pleine d'un sens renouvelé. Donc, le fait, je me souviens d'une scène assez étonnante, j'étais avec des amis dans un bateau, et puis à un moment donné, ça semblait aller dans une mauvaise direction, à tel point qu'on se dit, on va peut-être, ça va être nos derniers moments, et il y avait quelqu'un qui était athée, officiellement athée, et je l'ai vu prier. Un peu honteux dans la cabine, vous voyez. C'est-à-dire que dans ces moments-là, il y a une espèce de force spirituelle qui émerge de l'individu. Quand il n'y a plus rien, on s'en remet à quelque chose. Il y a comme s'il y avait une espèce de vérité devant l'inéluctable qui arrive. Voilà, et un peu dans ce sens-là. Alors si je reprends ce que je vous disais, alors c'est un peu un exposé impressionniste, mais je vous rassure, on va tout ramener à la fin. Une grandeur à des valeurs différentes permet qu'il se passe quelque chose. Si vous avez du chaud ou du froid, le chaud donne sa chaleur au froid. Si vous avez deux pressions, vous allez avoir une différence de pression, il va se passer quelque chose. Deux concentrations différentes, deux pH à des valeurs différentes. Quand une même grandeur a des valeurs différentes, il se passe quelque chose d'une grandeur à l'autre. D'accord ? Pourquoi il n'y aurait pas quelque chose qui ressemblerait à ça au niveau du temps ? On peut très bien envisager une densité du temps qui offre l'incarnation et associer au monde invisible un autre espace associé à un temps qui s'écoulerait plus lentement. On aurait une densité plus faible. Et qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelque chose entre les deux. Il y a une différence de densité et il se passe quelque chose. Toutes les spiritualités considèrent que l'espace-temps, ça c'est plutôt un langage de physicien, le monde invisible, est la vraie cause de ce que nous vivons ici. Si vous regardez dans l'histoire de la philosophie, vous avez Platon, par exemple, qu'on ne présente plus, qui envisageait que finalement, avant l'incarnation, il y avait comme une information qu'il appelle l'archétype ou le nous, le monde des idées, et qui va rentrer dans notre monde. Et du fait que notre monde est soumis à un écoulement du temps, il va y avoir une dégradation, une déformation. Voilà. Et le monde dans lequel nous vivons, il appelle le monde du sensible. Donc, si on vivait sur deux espaces-temps, on aurait un être parfait, car non incarné, et un être incarné qui peut avoir des perfections. Et comme les deux sont reliés, on va voir comment, tout le jeu des guérisons spirituelles, pour ne parler que de ça, consiste à considérer non pas l'homme matériel, mais l'homme spirituel, c'est-à-dire informationnel. Et c'est tout un exercice qui s'apprend, mais qui permet de comprendre un petit peu la vision qu'ont les peuples
traditionnelles. Par exemple, j'ai fait une vidéo avec un Béninois, les forêts. Il y a une forêt invisible et une forêt visible, ce qu'on appelle les forêts sacrées. Mais le sacré, il est dans l'invisible, il n'est pas forcément dans le visible. Les deux, je les présente séparément, mais ils sont simultanés. Vous êtes simultané un être incarné, matériel, soumis à la loi matérielle, et simultanément un être immatériel, informationnel, soumis à une loi spirituelle. Et il y a un troisième homme qui doute et qui est en permanence en tension entre les deux. D'accord ? Alors, cette vision, on peut reprendre, vous voyez, puisqu'on parle de science et spiritualité, si on reprend la Bible, Adam et Ève, le jardin d'Éden. Vous connaissez tous cette histoire, mais si on la relit, dans le jardin d'Éden, il y a l'arbre de la connaissance et l'arbre de la vie. Mais ce n'est pas deux arbres séparés, c'est deux arbres qui existent simultanément. Et Adam et Ève, c'est raconté comme ça, vous pourrez relire cette scène mémorable. Un jour d'été, le Dieu se promène et il y a deux choses qui se passent qui font que Adam et Ève vont s'auto-exclure du jardin d'Éden. Premièrement, ils prennent conscience qu'ils ne sont pas Dieu. Or, l'être informationnel, il est divin. Donc, ils prennent conscience, c'est une séparation, qu'ils n'ont pas cette dimension divine. Première séparation. La deuxième, ils prennent conscience de leur différence en tant qu'hommes et femmes. Ça aussi, c'est intéressant. Ils prennent conscience du bien et du mal, et donc c'est encore une dualité. Et le serpent, si vous voulez, c'est un animal intéressant parce que sa caractéristique, c'est qu'il change de peau, il mue. Et quand vous mutez, vous enlevez votre passé. Donc, qu'est-ce qui a auto-exclu Adam et Ève ? C'est d'avoir oublié que l'arbre de la connaissance est associé à l'arbre de vie et que l'arbre de vie est plus important que l'arbre de la connaissance. Au lieu d'avoir un regard fixé sur le passé, ils ont un regard fixé sur le futur. Et c'est ça qui auto-exclut Adam et Ève. On est auto-exclu depuis un moment, puisque cette vision ne l'a plus. On oublie qu'il y a un arbre de la vie associé à l'arbre de la connaissance. On oublie qu'il y a un être éternel associé à un être matériel. Et c'est toute la difficulté que nous avons. Parce que si vous prenez conscience que la cause d'une maladie, elle est d'abord dans votre dimension ou votre espace-temps informationnel, c'est parce qu'à un moment donné, ça rentre dans la matière qu'il y a des formations éventuelles. Alors, parmi les propriétés de la physique quantique, il y en a une qui est extrêmement perturbante aussi, c'est l'intrication spatiale et temporelle. Alors, l'intrication, c'est la propriété qu'ont des particules, qu'on va dire quantiques, de ne pas être sensible à l'éloignement. En physique classique, vous avez deux objets qui interagissent par gravitation. Plus vous allez éloigner les deux objets et plus l'intensité d'interaction gravitationnelle va diminuer. Si vous les mettez à des milliards de kilomètres, ils n'auront pas une intensité aussi forte que s'ils étaient à 1 centimètre. En physique quantique, on a l'impression que la distance ne compte plus. On dit qu'on est dans la non-séparabilité, mais également au niveau temporel. C'est-à-dire que le présent est intriqué au passé et intriqué au futur. Il y a des expériences extrêmement troublantes. Quand vous interrogez une particule au présent, au niveau quantique, vous pouvez changer son passé. Curieux tant que le temps quantique qui n'a plus de flèche, les polarités peuvent donner lieu à des combinaisons, le futur précède le présent peut modifier le passé, le futur peut réorienter le passé. Enfin, vous voyez, il y a des combinaisons qu'on n'a pas l'habitude de voir dans notre monde, parce qu'on est formaté par la loi matérielle. Alors, si le futur précède le présent, pour essayer d'aller dans les événements actuels, est-ce qu'il faut adhérer à ce qui nous est présenté par les médias ? Ou au contraire, sortir de ça?
Donc, les Américains ont un terme, les prophéties auto-réalisées. C'est-à-dire que si vous adhérez à un futur potentiel, vous le faites venir dans votre présent. D'une certaine façon, on ne s'est pas rendu compte, mais l'arme géopolitique américaine, c'est le cinéma. Quand vous êtes dans une salle de cinéma, plongé dans le noir, vous avez une perméabilité psychologique, vous êtes dans un état de conscience modifié qui est proche de l'hypnose. Tous les gens qui ont un petit peu analysé le cerveau dans une salle de cinéma le savent, et vous avez une perméabilité, et donc on peut faire rentrer en vous ce qu'on veut. Donc après, vous allez actualiser les informations qu'on vous a fait rentrer. Donc vous voyez bien que le retour des paramètres métaphysiques nous permettent d'échapper à ce qui est programmé. C'est-à-dire une autre conception du temps où le futur précède le présent change complètement votre vision de l'avenir. Si vous considérez que le présent fait le futur, on peut vous amener sur une ligne droite vers le futur programmé et désiré. Par contre, si vous êtes un mutin rebelle et que vous refusez ça, vous pouvez complètement dérailler et sortir de la ligne. Ceci étant dit, on dit d'ailleurs, c'est William Blake, que l'avenir est fasciné par le temps en mouvement. L'avenir est en admiration dans le temps en mouvement. Et le poète Rainer Maria Rilke disait « Le futur s'infiltre en nous longtemps avant son arrivée afin de s'y transformer ». C'est-à-dire qu'avant que vous ayez actualisé la potentialité, le futur potentiel s'est déjà introduit en vous, a fait son nid et peut vous amener à aller actualiser quelque chose qui aurait pu ne pas être actualisable. Donc, jusqu'à présent, parce qu'on n'est pas encore à un contrôle absolu de la pensée et de nos émotions, on a une arme, c'est l'arme temporelle. Donc c'est un principe de résistance. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire dans le temps matériel, mais il faut allier les deux combats, un combat matériel et un combat associé à la loi matérielle et un combat immatériel. Et donc quand vous prenez ces deux espaces-temps, le monde visible et le monde invisible, et vous retrouvez ça dans toutes les religions, voilà, et cette correspondance entre le monde invisible et le monde visible, et dans les sociétés traditionnelles, on demande toujours l'autorisation au monde invisible, aux ancêtres, etc., etc. Et on voit bien que quand on écarte tout ce qui nous est mis devant les yeux et qu'on a une lecture temporelle, c'est une guerre des temps qu'on nous propose. Il y a ceux qui veulent continuer à vivre comme vivaient leurs ancêtres, parce qu'ils ont compris que le futur doit être en harmonie avec le passé. C'était prévu comme ça sur Terre. Et il y a ceux qui considèrent qu'il faut couper le présent du passé et que le futur doit nous amener en dehors d'un lien avec le passé. C'est le transhumanisme. Vous voyez bien qu'à un moment donné, on veut faire un nouvel homme, comme on a voulu faire des nouveaux citoyens communistes, l'homo soviéticus, le super-homme dégagé des croyances idéologiques capitalistes, un homme entièrement façonné par la dialectique matérialiste. Et puis vous avez des gens qui disent, non, finalement, le présent doit être en lien avec le passé, et ce passé va amener un futur en harmonie avec le passé. Et quand vous regardez toutes les religions, il y a un attracteur vers le passé. C'est vraiment le passé. On prie, on s'en réfère au passé, voilà. Et ça a toujours été comme ça. Une prière est un connecteur vis-à-vis du monde invisible. C'est un connecteur. Et ça, c'est vraiment l'invariant qu'on trouve dans les spiritualités. Maintenant, on peut considérer qu'il y a une même énergie spirituelle qui s'est incarnée dans différentes situations géographiques de la Terre, et ça a pris une autre forme. Alors, si vous regardez le panthéon des dieux indiens, il y en a jusqu'à 33 millions. Alors, je vous rassure, il n'y a aucun brahman qui est capable de mémoriser Alors, au bas mot, c'est 36 millions de dieux, ou 333 333, chiffre symbolique, ou 36 000. Mais en fin de compte, ça se résume en trois dieux principaux qu'on appelle la Trimurti. Vous avez Brahma, Shiva et Vishnu. Et si vous les regardez, ils sont chacun
associés à des épouses, énergie masculine, énergie féminine. Brahma il y a une substance, le Brahman fondamentale, qui s'incarne dans ces différents dieux, jusqu'à 36 millions. Mais c'est une même substance qui va prendre des formes différentes. Donc c'est la même chose pour les religions. Elles ont pris des formes différentes, avec des prières différentes, des rituels différents, mais c'est une même substance spirituelle qui s'est incarnée dans différentes régions. On arrive quand même à un paradoxe. Si on prend le Christ, il est araméen, donc arabe, c'est le fondateur de la religion chrétienne, et il est d'origine juive. Donc il incarne en lui-même le creuset des trois religions, qui sont actuellement en guerre. Voilà. Alors c'est pareil, hein, derrière la géopolitique qui se fait avec des diplomates, il y a une vision extrêmement ésotérique. Il est dit, dans l'Apocalypse de Saint Jean, « Le jour où vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez que la fin est bientôt proche, il y aura des signes dans le ciel, la lune et les étoiles. » C'est-à-dire on veut faire venir la fin d'un cycle en espérant que celui qui est maître du jeu à la fin du cycle sera maître pendant 1000 ans. Ça vous rappelle les 1000 ans du Troisième Reich, mais c'en est là. C'est-à-dire qu'il y a une double vision. Il y a la vision extrêmement politiquement correcte de la géophysique, de géopolitique, pardon, et puis vous avez une vision complètement ésotérique, mais complètement. Voilà. Alors, si on regarde, on va prendre quelques mythes. Par exemple, chez les Grecs, il y a un chaos. Et de ce chaos vont naître Gaïa, la terre, et Eros, l'amour bienveillant. Donc ça veut dire que l'univers qui a été créé est imprégné d'une énergie d'amour selon les mythes grecs. Et Gaïa va créer deux autres entités, je veux dire divines, Ouranos et Pontos. Pontos, c'est l'océan. C'est l'eau maritime. Ouranos et Gaïa vont former un couple fusionnel et ils sont tout le temps en train de copuler. Des enfants naissent. Alors, au départ, vous avez les titans. Alors, le premier, il s'appelle Okéanos. Le dernier, il s'appelle Chronos, avec un K. Puis après, vont naître les cyclopes, les fameux cyclopes. Puis les hécatonchires, qui ont des centaines de bras, enfin des êtres assez monstrueux. Et au bout d'un moment, Gaïa en a assez de voir ses enfants s'accumuler sur son ventre. D'une part, elle le culpabilise, et puis c'est douloureux. Donc elle décide de convaincre le dernier des titans, Chronos, qu'elle va armer d'une serpe, harpée, démasculer Ouranos. Et donc Ouranos, on peut supposer dans un cri aigu, se sépare de Gaïa, d'accord ? Et à ce moment-là, Chronos, avec un K, crée Chronos, le temps, et l'espace. Donc c'est un libérateur. Chronos, avec un K, va se marier avec sa sœur Rhea, et il va avoir l'obsession d'éviter de faire ce qu'il a fait à son père, c'est-à-dire qu'un de ses fils devienne patricide. Donc il va avaler ses enfants. Et Rhea en a marre, elle décide de ruser, de mettre une grosse pierre, parce qu'il les mettait dans un sac, il les avalait pour ne pas les voir. Et elle va mettre Zeus. Et à ce moment-là, il y a toute une aventure qui serait long d'expliquer ici. Il va y avoir une guerre entre ces créatures divines, ce qui fait que le libérateur n'est pas forcément libéré. Mais vous voyez bien qu'on a séparé une nouvelle fois le haut et le bas. Vous avez la même chose dans l'Égypte antique, où il est dit une phrase qui est fondamentale. Dans tous les livres des morts égyptiens, les livres des morts égyptiens étaient réservés aux hauts dignitaires de l'Empire égyptien. Il était personnalisé, et puis il y avait des invariants. Et c'était le livre qu'on devait avoir, il fallait l'avoir lu avant, comme le Bardo Total, pour pouvoir passer toutes les ruses de l'au-delà et les combats auxquels on allait être soumis et les épreuves. Il est dit, le début de la vie fut l'acte de dédoublement
de l'unité primordiale en deux principes opposés et équilibrés qui engendrent une nouvelle forme de vie. C'est-à-dire que le 1 donne 2. Donc pour l'Égypte antique, on avait tous et toutes un double, le cas. Voilà. Donc ce cas, lui, il existait dans un espace-temps informationnel, non incarné, et on était incarné. Et vous retrouvez ça chez les Dongwon, les Bambara, etc., etc. Il y a cette notion que nous avons une espèce de partenaire de vie invisible, un double. Et le double était même accepté dans la chrétienté primitive. Origène parlait de double. Puis ça a disparu. Et ça, c'est très important parce que finalement, c'est comme si on s'était coupé de notre dimension divine, puisque si vous avez compris l'intrication temporelle, votre double, il est intriqué au divin. Donc c'est une non-séparabilité temporelle. Et pourquoi avoir un double ? Tout simplement parce que grâce à votre double, vous pouvez aller chercher des informations. Et ça peut même éclairer certains aspects qu'on voit dans les NDE, puisque notre double, qui est associé à un temps plus lent, est plus lumineux que nous. Mais vous avez les archanges qui, eux, sont associés à des temps encore plus lents, qui sont plus lumineux que notre double. Donc notre double est obscur par rapport aux archanges, et puis jusqu'aux chérubins. Et donc il y avait toute une hiérarchie jusqu'à un temps immobile qu'évoque Platon, puisque Platon, dans le Timée, définit ainsi le temps, cette image mobile de l'immobile éternité. Alors je vais un peu faire une explication de texte. Cette image mobile, c'est-à-dire le monde dans lequel nous vivons, qui est un pâle reflet de l'immobilité, c'est-à-dire un temps qui ne s'écoulerait pas. Donc on peut très bien envisager deux colonnes dans l'univers, un temps qui ne s'écoule pas, c'est l'éternité, puisqu'il n'y a pas d'écoulement de temps. Les Indiens Técos ou Amérindons appellent ça la terre sans mal. Il n'y a plus de maladie. Une fois qu'on est dans ce temps, il n'y a plus de problème. Il y a un problème quand même, c'est qu'on s'ennuie. Oui, s'il n'y a plus rien, tout est parfait, on finit par s'ennuyer. C'est le balancier. Comme Schopenhauer, ce qu'on désire quand on l'a, on n'en veut plus, et ce qu'on n'a pas, on le désire, et donc on est en permanence en oscillation entre ce qu'on veut et l'ennui éprouvé quand on a obtenu ce qu'on voulait. Et donc, ces approches, si vous voulez, sont plus difficiles actuellement parce que quand on relit tous ces textes, que ce soit le livre des morts égyptiens, le Bordeaux Total, etc., il n'y a pas de précision sur quel est le modèle de temps utilisé. Alors, par exemple, dans les NDE, quand quelqu'un meurt, il va quitter le monde matériel, il va avoir une période où il va être associé à des temps accélérés, donc il va aller vers l'obscurité, et puis à un moment donné, il va revenir à des temps décélérés, il va voir la lumière. Et l'être de lumière, c'est le double. C'est comme ça que vous voyez Raymond Moody. Donc, effectivement, dans cette période particulière où on doit être soumis au chaos matérialiste, vous êtes bien d'accord, il faut se brancher sur notre dimension éternelle, divine, et c'est ça qu'il faut le plus possible faire. Alors, je ne vous donne pas de leçon morale, chacun fera ce qu'il veut, mais on est dans l'obligation déjà de ciseler nos pensées, parce que vous avez compris que nos pensées sont déterminantes. Si vous pensez à une chose, vous créez le futur correspondant. Et gérer nos émotions. Puisque, effectivement, tout ce qui sera la peur, la colère ou les sentiments d'angoisse, de frustration vont nous couper de notre double, parce que les émotions sont aussi associées à des temps. Quand vous êtes dans la colère et quand vous êtes dans la peur, vous êtes associé à des temps accélérés. Et notre double est associé à des temps décélérés. Donc, on se coupe de lui. Alors, une petite anecdote, il y a quelques, je ne sais pas, peut-être 5 ans, à Annecy, il y avait un vieux monsieur qui promenait un chien, qui l'appelait d'ailleurs, et quand le chien est apparu, il l'appelait Pilou. Et le chien était complètement chauve. Il avait un tout petit peu de poil aux pattes, c'est tout. Alors je regarde ce monsieur, je lui dis, mais qu'est-ce qui est arrivé à votre chien ?
Il me dit, on m'en parlait pas, il y a une shampooineuse qui s'est trompée de produit, il a perdu tous ses poils. Il était en colère, je le voyais. Et il me sort une phrase, il me dit, mais on était allergique aux poils de chien. Donc là, je dis, le médecin nous avait dit de nous en débarrasser, on peut garder Pilou, mais quand même, j'ai fait un procès à la shampooineuse, etc. Alors là, soit Pilou voulait rester avec ses chiens, première hypothèse, avec ses maîtres, pardon. Ah, des fois, on ne sait plus qui est le chien. Hein, bon. Donc Pilou voulait rester avec ses maîtres et donc il a fait en sorte qu'il y ait une potentialité avec malheureusement la main de la shampooineuse qui a pris le mauvais produit. Bon, ça a marché, il est toujours resté avec ses maîtres. Ou les maîtres voulaient garder Pilou, ou la shampooineuse s'embêtait dans son boulot. Troisième hypothèse, elle n'avait pas le courage de donner sa démission et effectivement, la potentialité de Pilou lui a permis d'actualiser la potentialité. Et donc, je pourrais vous en donner, et c'est de plus en plus opératif. C'est-à-dire qu'on est dans une période où nos pensées sont de plus en plus opératives. Vous pensez à une chose, le temps nécessaire pour que la chose pensée se réalise est de plus en plus court. Voilà. Il faut faire attention. Voilà, c'est ce que j'appelle ciseler ses pensées. Donc, le monde invisible que j'ai évoqué avec un espace-temps, par exemple, quand vous faites une mesure en mécanique quantique, alors vous avez une particule, avant de faire la mesure, si on prend par exemple sa position géographique, c'est assez curieux, elle est aux 4 points cardinaux, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest simultanément, ce qui est quand même fort différent de notre vision classique où la particule sera au nord ou au sud ou à l'est et à l'ouest. Puis on fait une mesure. Alors on va dire qu'on va choisir la solution nord. Bon, la solution nord est choisie et si vous regardez l'interprétation dite de Copenhague, qui est due entre autres à Niels Bohr qui habite à Copenhague, les solutions sud-est-ouest ont disparu. C'est un peu l'équivalent, le temps, c'est ce que ma montre indique. Circuler, il n'y a rien à voir. Et puis, il y a un Américain qui s'appelle Hugh Gavreck qui dit non, finalement, les solutions sud-est-ouest sont dans des univers parallèles où le même expérimentateur peut mesurer dans un de ces univers parallèles la solution sud, dans un autre la solution est, dans un autre la solution ouest. Il y a bien donc des mondes invisibles. Alors, je ne fais pas de cette explication de la mesure, la théorie de la mesure en physique quantique, la preuve qu'il existe un monde invisible, mais ça veut dire qu'on est confronté à des solutions qui pourraient rester dans des potentialités. Vous êtes d'accord? Voilà. Alors, donc, ça veut dire que la notion de monde invisible, qu'on croyait fort éloignée de la science, finalement, il y a une convergence, comme je vous dis. Il y a une convergence. Et c'est un peu dur pour un scientifique de se dire « Ok, je suis docteur de la loi matérielle, mais je suis novice de la loi spirituelle. » On peut être docteur de la loi spirituelle et rien comprendre à la loi matérielle. Mais l'avantage, quand vous êtes docteur de la loi spirituelle, vous êtes dans la cause de ce qui se passe ici. Donc c'est plus efficace que d'être docteur de la loi matérielle. C'est ce qu'avait dit Maurice Mességuet lors d'un procès qu'on lui avait intenté. Vous m'accusez de guérir sans diplôme, apportez-moi des diplômés qui savent guérir. Il n'y a pas eu de réponse. Hein. Alors, ça c'est Donc, si on fait un petit résumé, vous voyez, ce qui est intéressant en physique quantique, c'est que c'est une percée dans ce monde. Mais ça ne veut pas dire que c'est la physique qui s'applique, mais c'est une percée. Et les pères fondateurs de la physique quantique avaient tout de suite compris que cette dimension vibratoire associée à chaque atome, c'était un peu l'esprit. Vous voyez, Niels Bohr avait travaillé ça. Et on est en train de se demander si effectivement, en travaillant sur cette dimension informationnelle qui est la cause de ce que nous vivons ici, si on n'est pas en train de donner des pistes explicatives aux guérisons miraculeuses. Vous voyez ?
Elles sont miraculeuses, pourquoi? Parce qu'on ne les comprend pas. Elles sont atypiques. Voilà. Donc, et pourtant, il y a un certain nombre de guérisons miraculeuses. Il y en a plus d'une centaine reconnues par le Vatican, mais si on fait l'inventaire, il y en a plein. Et les guérisseurs philippins, et on pourrait multiplier. Donc, je pense que le prochain souffle de la physique, ça sera de déconstruire notre conception du temps. On est dans une période particulière où les deux physiques qui ont longtemps été étanches commencent à présenter des porosités. Et on le voit bien, des porosités. Et vous voyez bien aussi que tout est fait pour nous empêcher. Quand je dis c'est fait, un système, il sert à se conserver. Oui. C'est une loi du vivant. Le vivant, il est autorégulé, auto-organisé. Il n'y a pas besoin d'un chef d'entreprise pour diriger une cellule. Autorégulé, ça veut dire que notre corps, quand sa température augmente à 38 degrés Celsius, qu'est-ce qui se passe? Vous allez transpirer, vous allez être en vasodilatation pour évacuer l'excès de chaleur, et c'est la sudation qui va essayer de ramener la température à 37. Et si vous étiez à 35, vous allez frissonner et vous êtes plutôt en vasoconstriction. C'est pareil pour la société actuelle, elle cherche à s'auto-conserver. Henri Laborie disait la seule raison d'être d'un être, c'est d'être. Donc autorégulation, auto-organisation, auto-conservation, auto-reproduction. Donc le système, il cherche à se reproduire à l'identique tel qu'il était. Donc effectivement, si on part sur une vision qu'on appelle cybernétique, la cybernétique qui a été introduite par Norbert Wiener, c'est la science de régulation des systèmes inertes ou vivants, comment régule une machine, un corps humain, etc. Et bien tout simplement, le système cherche à s'auto-conserver, et pour s'auto-conserver, il vous replonge dans la matière. Et pour bien vous séparer de votre double, votre dimension éternelle, il vous va plonger dans la peur, la colère, le stress, l'angoisse, la frustration, etc. Donc on a une arme qui est entre nos mains, vous en rendez peut-être pas compte, mais qui est essentielle, une bombe du temps. On peut très bien se connecter sur ces potentialités et agir. Alors, il y a quelques années, il y a deux politologues américaines, Erika Chenoweth, qui est professeure de politique à l'université de Harvard, et Marianne J. Stéphan, qui est ex-directrice de l'action non violente de l'Institut américain de la paix, ont essayé de voir sur 106 ans, donc plus d'un siècle, dans les différents États américains, quels sont les mouvements qui avaient réussi à faire infléchir la loi. Voilà. Où il y a eu il y a deux caractéristiques, ce sont les invariants. La non-violence, donc effectivement, la violence souvent est associée à la colère, à la haine, au stress, etc. Et il fallait au moins 3,5% de la population impliquée dans le désir de faire changer la loi, pas plus. Donc on doit passer de la masse critique à l'information critique. Mais attention, il faut être cohérent. Il faut être cohérent. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir dans une journée, tiens, j'ai une belle pensée, puis après, voilà. Il faut vraiment, c'est un changement intérieur. Et vous comprenez qu'on est obligé de le faire. Il y a une lutte. Soit c'est la matière qui l'emporte, on est définitivement coupé de notre dimension spirituelle, divine, voilà, ou effectivement, on reprend le dessus et c'est la matière qui est neutralisée par notre dimension spirituelle. Et vous comprenez que le système étant en autoconservation, on nous amène vers le transhumanisme, les puces, etc., etc. Alors vous pouvez imaginer le dégât que ça peut causer sur le corps énergétique. Et le corps énergétique, il est fondamental parce que quand une personne a une dimension médionique, c'est parce que son corps énergétique se découple, certaines régions du corps, de son corps physique. À partir du moment où vous êtes découplé, vous êtes en lien avec votre dimension informationnelle, avec votre double, et c'est ça qui fait que vous pouvez avoir des informations. Il y a des gens qui le font de façon non contrôlée, et c'est ce qu'on appelle une médiumnité sauvage, et c'est un peu difficile à vivre, ou il y a des gens qui le font de façon plus contrôlée. Il y a des gens qui, dès l'enfance, ont gardé cette capacité de pouvoir le faire. Alors, vous voyez que science et spiritualité, qui ont été longtemps
des disciplines qui s'envisageaient, qui se dévisageaient, sans crainte de trouver une voie de convergence, en tous les cas pas dans tous les instituts, mais il y a quand même un mouvement en route où il y a des gens qui se rendent compte qu'on est en train de sortir de la boîte. La vision qu'on a du cerveau ne tient plus, il y a vraiment une conscience extra-neuronale. On est en train vraiment voilà. Et le grand public, je dois dire, est plus à même de comprendre que le spécialiste. Pourquoi ? Parce que le spécialiste, il s'auto-censure. Et ce qu'on a vu pendant la crise, si vous êtes là, c'est parce que vous avez une curiosité, c'est que le spécialiste, il va s'auto-censurer. Il est formé dans une discipline, je dirais formaté, et on a créé un nouveau terme, c'est la cyberlittératie. Ce sont des autodidactes animés par la curiosité, qui n'ont pas d'autocensure, qui n'ont pas une formation, on va dire, universitaire, pas toujours, et qui vont essayer d'aller glaner les informations et faire le lien que les spécialistes ne veulent pas faire. Et la critique, elle date pas d'hier, puisque Georges Bernard Shaw disait « à force de connaître tout sur rien », qu'a dit spécialiste, on finit par connaître rien sur tout. Alors Pierre Desproges était plus sévère que moi, parce qu'il disait « c'est drôle comme Jean Marais a l'air d'un con quand il parle pas de Jean Cocteau ». Bon. C'est un peu vulgaire, mais voilà. Et donc, on a bien vu que la crise a révélé la faille de notre système pédagogique. Alors, ça ne veut pas dire que ces gens qui sont des spécialistes ne sont pas compétents, mais ils sont compétents dans un timbre-poste. C'est ça le problème. Et donc, il n'y a pas cette vision à 360 degrés. Dans une société traditionnelle, tous les membres de la société connaissent les différents rouages de leur société. Ils peuvent remplacer un chasseur, ils chasseront moins bien que le chasseur professionnel. Une autre femme pourra piler le mil, remplacer un chaman, faire une cérémonie de guérison, mais il y aura toujours quelqu'un qui a cette fonction, mais les autres comprennent et peuvent, le cas échéant, remplacer au pied levé, comme on dit, la personne. Évidemment, ça ne se fera pas aussi bien que si c'était la personne. Mais regardez, dans notre système, c'est le triomphe de l'analyse. Et on va faire une différence entre la science qui est analytique et la spiritualité qui a une vision unitaire. Maître Eckhart disait « Rien ne nous éloigne plus que l'espace et le temps. L'espace et le temps sont fractionnaires, Dieu est unitaire. Si l'âme veut connaître le temps, elle doit s'en extraire, elle doit s'éloigner des choses plurielles, car Dieu est unité. » Analyse, ça vient du grec ancien, ana, le très haut, l'inaccessible, et lysos, ça veut dire se couper. L'arbre de la connaissance, qui a été mis en avant en oubliant l'arbre de la vie qui est à 360 degrés, holistique, une vision unitaire, est basée sur l'analyse. Et donc la science reconnaît qu'elle s'est coupée du haut. L'analogos, c'est le langage des poètes, des artistes. C'est le langage où on fait des analogies, c'est-à-dire des liens. Et la vie ne réside pas dans les objets, que ce soit des atomes, des molécules, des cellules, mais plutôt dans les liens qu'elles entretiennent entre elles. Si on est en physique, on parlera d'interaction entre les atomes ou les molécules. Si on est biologiste, on parlera d'échanges entre les cellules. Ça peut être des échanges de matière ou même d'ondes, d'interaction. Que serait l'humanité s'il n'y avait pas de lien entre les hommes et les femmes? Et donc, il est temps qu'on revienne dans le jardin d'Éden. Tout dépend de notre capacité à prendre conscience de notre dimension divine, de composer avec la loi matérielle et de pouvoir se reconnecter sur cette loi spirituelle. Alors, c'est difficile parce que si vous voyez quelqu'un qui est malade, il faut considérer que cette personne malade, elle a un double informationnel qui, lui, n'est pas malade. Et tout l'art de la guérison spirituelle, c'est d'arriver à faire que la personne qui s'occupe d'une personne malade puisse se reconnecter elle-même sur cette dimension pour que par intrication, ça se fasse.
Alors à Angers, il y aura une formation sciences et spiritualité. Justement, on aborde ces problèmes, on verra le lien commun entre les différentes religions, mais surtout, c'est le but ultime, c'est de vous faire vivre ça. C'est-à-dire que vous puissiez retrouver votre connexion. Et on a besoin de concepts connecteurs. Ce que j'appelle des concepts connecteurs, c'est des concepts forts. Vous voyez, le temps, ça ouvre. Regardez, si je vous parle d'infini, ou si je vous parle de prison. Vous voyez, tout de suite, quand je dis infini, il y a une respiration. Prison, vous voyez, c'est fermé. Boîte, prison, dogme. Voilà. Donc, le but, il est là, c'est-à-dire de retrouver, de permettre aux gens de retrouver leur dimension spirituelle, divine, pour qu'ils l'utilisent au mieux. Puisque finalement, si on peut faire un sondage, qui a envie de vivre dans le monde de Klaus Schwab? Ah, il n'y a personne, c'est étonnant. Qui a envie de vivre dans les villes 15 minutes? Les villes 15 minutes, vous n'auriez pas le droit de dépasser cette... Voilà. Vous voyez bien qu'à un moment donné, c'est pas un projet qui est pour la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Le monde totalitaire s'écroule parce qu'il y a une telle énergie à maintenir, surveiller, tracer les gens que ça s'effondre. Donc, c'est le moment de recontacter notre dimension spirituelle, cette loi divine. Et donc, au cours de la formation, on verra les idées divines qui sont l'entendement, l'esprit, l'âme, le principe, la vie, la vérité et l'amour. Les comprendre, enfin, parce qu'on parle beaucoup d'amour, mais on ne l'incarne pas. Je me souviens, au moment où Théodore Monod, qui était ce merveilleux naturaliste, lui aussi, il était pluridisciplinaire, à la fin de sa vie, il était devenu dépressif. Et dans un congrès avec Jean-Marie Pelt, on essayait de lui donner le moral. Et il nous disait, oui, vous comprenez, on a raté, l'évolution humaine est ratée, on parle que d'amour, on ne l'incarne pas. Si vous réfléchissez, s'il y a autant de chansons, de films, et de romans, et on pourrait multiplier d'essais, etc. sur ce thème, c'est parce qu'on ne l'a pas incarné. Il y a combien de livres sur l'art de respirer, à part le pranayama Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? On en parle parce qu'on ne l'a pas incarné. On ne l'a pas incarné, c'est tout. Et donc, il était un peu dépressif. On a essayé de lui faire retrouver le moral, mais on a un peu raté quand même. Et je pense que là, c'est le moment. Vous voyez, si j'étais, comme je vous dis, le divin, et que j'essaye de réveiller l'humanité, lui dire, mais tu as une dimension spirituelle, tu t'es vautré dans le matériel, comment je m'y prendrais? Puisque ça ne marche pas. Ben, je ferai un choc. Et donc, finalement, nos bourreaux sont nos libérateurs. Voilà. Et oui, ça va jusqu'à à dire, finalement, il y en a qui se sont sacrifiés, qui ont incarné cette mission pour nous forcer, action-réaction, à retrouver cette dimension qu'on n'aurait jamais dû perdre. On est en errance du Jardin d'Éden depuis qu'on a confondu l'arbre de la connaissance avec l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, il est analogos, l'arbre de la connaissance, il est analysos. L'arbre de la vie, il est en recherche d'un futur en harmonie avec le passé. L'arbre de la connaissance, il coupe avec le passé. Et on pourrait multiplier les exemples. Donc, on n'a pas été chassé du Jardin d'Éden, on s'est auto-chassé. Voilà. Donc, voilà. Alors après, effectivement, si je reprends la Trimurti que j'ai évoquée, Brahma, Vishnu et Shiva, c'est les trois temps, passé, présent, futur. Et donc, quand on regarde le divin, il y a deux façons de le définir. Dieu, ça vient de l'indo-européen Dei, ça veut dire la lumière la plus vive. Voilà. Le divin, il est omnipotentialité. Vous avez vu qu'avant une mesure, la particule, elle est omnidirection. Nord, sud, est, ouest. Elle n'a pas une direction. Il est omniprésent. Il est omniscient. Il est omniaction. Ensuite, la seule fois où le divin est défini dans l'Apocalypse de Saint Jean, c'est au début où Jean de Patmos reçoit la visite du divin, du principe créateur, et voilà ce qui est dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, je suis, j'étais, je serai le Tout-Puissant. Et la lumière
plus que la matière, est capable d'être dans les 3 temps simultanément. Et il y a des tas d'expériences qui montrent qu'une lumière peut complètement annuler son passé, anticiper le futur, etc. Ce n'est pas un hasard si dans la Kabbale, l'acte de création passe par un rayon lumineux qu'on appelle cave, qui va féconder un espace fini, parce que pour que l'humanité puisse vivre, il faut qu'elle soit dans un espace de finitude. Et donc ça commence, et il apparaît 2 Adams, Adam Kadmon et Adam Arichon. Adam Arichon est l'Adam informationnel, l'Adam Kadmon, pardon, et l'Adam informationnel, Adam Arichon est l'Adam incarné. Il y a 2 Adams. Et on pourrait multiplier les exemples. Donc la notion de 2 qui nous amène à monde visible, monde invisible, on vit simultanément dans le monde visible et dans le monde invisible. On peut l'expliquer par le principe d'intrication, puisqu'au départ, il y a une énergie unique qui s'est incarnée et qui s'est divisée en 2. Une partie a été incarnée et l'autre est restée dans un temps qui s'écoule plus lentement. Et vous retrouvez ça dans les vers d'or de Pythagore, où il est dit « le monde est la moitié d'un tout ». J'ai envie de vous dire, où est l'autre moitié? Zut, on a oublié l'autre moitié. Alors après, on pourra regarder que ça soit le Tao, c'est le vide, hein, c'est pareil. Il y a mille et une façons de définir le Tao, aussi inconfortable l'une que l'autre. Une chose informe et pourtant pleine, nous dit-on, existait bien avant le ciel et la terre, sans bris, sans matière, indépendante, immuable, elle recouvrait tout sans faillir. Son vrai nom nous est inconnu, Tao est le nom qu'on lui donne. Le vide, c'est la somme des potentialités. Il y a tout dans le vide. Le vide quantique n'est pas le vide classique. Le vide classique, vous en venez tout, je deviens caractériel, je vous demande de sortir, on enlève les fauteuils, on fait un vide ultra poussé, il n'y a plus rien. En mécanique quantique, même si on fait un vide ultra poussé, il restera quelque chose. Et ce quelque chose, c'est une énergie minimaliste, comme si les atomes étaient des oscillateurs, et si on les met dans un vide ultra poussé ou à très basse température, il vibrera toujours quelque chose. Alors la vie est vibration. Dans toutes les médecines, on vous parle de vibration. Le mouvement respiratoire primaire découvert par Sutherland, pour ceux qui sont ostéopathes, voilà, c'est cette espèce de pulsation qui vibre dans chacun des atomes, dans l'univers, etc. Et je vais faire un chiffre. On a un cœur qui bat 72 fois par minute, en moyenne. Et les mouvements respiratoires, c'est 18 fois par minute. Vous avez un facteur 4. Parce que les ondes se propagent 4 fois plus vite dans un liquide que dans un gaz. Si vous faites le compte du nombre de mouvements respiratoires dans une journée, en supposant que la personne soit toujours à 18 respirations par minute, ce qui n'est pas vrai, puisque en dormant, elle va avoir une diminution de son rythme respiratoire, on trouve 25 920 ans, qui est le mouvement de précession des équinoxes, cher aux astrologues. C'est-à-dire la Terre n'est pas une sphère parfaite, son axe de rotation forme un cône, en gros 26 000 ans, 25 920 ans. Cet axe de rotation parcourt 1 degré tous les 72 ans. Ce qui fait que c'est quoi un mouvement de précession des équinoxes? C'est l'axe de rotation qui est sur la partie circulaire du chapeau de magicien. Le chapeau de magicien serait au centre de la Terre. Le rond où il met sa tête, c'est l'axe de rotation, on appelle ça le point vernal, qui va parcourir ça. Il lui faut 25 920 ans. Et on voit bien d'ailleurs dans l'hindouisme, les respirations, l'univers respire, il inspire et il expire, de même que l'homme respire et expire. Donc on revient ce qui est en haut comme ce qui est en bas, au niveau du rythme respiratoire, sauf que c'est la différence d'échelle qui n'est pas la même en termes de temps. Alors, on pourrait aller bien plus loin. Voilà, on va couper. Est-ce qu'il y a... j'ai le droit à quelques questions? Ah oui, ok. Oui, alors pour ceux qui sont intéressés, vous avez le stand de Anne-Lise Mazet qui est sur le côté. Il y a une formation sur Angers, vous pouvez vous inscrire, il y a encore de la place.
Vous aurez tous les détails. Et si vous allez sur mon site unitédusavoir.com, vous trouverez le programme, les détails et tout ce qu'il faut pour vous informer à ce niveau-là. Voilà, je vous remercie de votre